Alors c'est effectivement un grand honneur d'animer cette table ronde qui est à la fois très internationale, puisque donc j'ai le Danemark à ma droite et les Pays-Bas à ma gauche, et pour évoquer un sujet à l'heure où l'Europe est de plus en plus une question, alors à la fois juridique, ce qui plaît beaucoup à l'avocate que je suis, mais avant tout sociale. Et la question que l'on va traiter aujourd'hui, à la fois avec nos ambassadeurs et les représentants des entreprises danoises et néerlandaises en France, c'est la qualité de vie au travail. Est-ce que cette qualité de vie au travail, comment est-ce qu'elle est pensée? Comment est-ce qu'elle est vécue? Quelles sont les spécificités de chacun des modèles danois et néerlandais? Et comment est-ce que ceux-ci se retrouvent implémentés dans les entreprises? Voilà. Donc, je pense que le sujet est un sujet de très grande importance, à l'heure, encore une fois, où l'Europe, de plus en plus sociale, a une importance vraiment, vraiment particulière. Alors, je propose d'organiser cette table ronde avec 3 grands temps forts. Le premier temps consacré à la vision culturelle de la qualité de vie au travail. Et là, nous allons entendre nos amis les ambassadeurs qui nous expliqueront un petit peu comment se vit ou comment se conçoit la qualité de vie au travail dans leur pays et quelles sont les spécificités culturelles. Et puis nous entendrons également les représentants des entreprises dans un second temps sur la mise en œuvre dans leurs entreprises avec des mesures très concrètes qui nous expliqueront. Et enfin, s'ouvrira le temps du débat. Voilà, alors je vous laisse la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. D'abord, puis-je vous remercier tous et toutes pour l'invitation, pour être ici, pour partager nos expériences, nos vues, nos questions aussi avec vous. Dans la préparation, la question est posée sur le quotidien d'un salarié, un ouvrier aux Pays-Bas, comment ça se joue. Et, bon, je vais indiquer quelques éléments sur ce point d'abord. Pourquoi? Parce que, en effet, avec Danemark, dans tous les sondages depuis quelques années, depuis une dizaine, 20 ans d'années qu'on fait des recherches sur ça, les pays nordiques ainsi que les Pays-Bas, on retrouve toujours là le pourcentage le plus élevé dans le monde des gens qui trouvent qu'ils sont heureux. Et donc, grande question, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux? Voilà. Pour un salarié aux Pays-Bas, d'abord, il se réveille pas trop tôt, 7 heures. Il prend son déjeuner, il prend un bon déjeuner, et puis il prend son vélo pour aller au boulot. Ça donne en effet un sens de liberté, d'être à l'extérieur, de pas être comme une sardine, coincé dans le transport public, tandis qu'évidemment on n'a pas le transport public, mais quand même plutôt le vélo. On travaille, le café c'est toujours gratuit, très important pour nous. Et ensuite on prend un simple déjeuner, bref, demi-heure avec les collègues, et souvent encore traditionnellement, simplement un sandwich qu'on a amené de la maison. On le prépare pendant le petit déjeuner. Et à 5 heures, c'est fait. À 5 heures, on prend de nouveau le vélo, on retourne à la maison, on mange tôt, 6 heures, 6 heures et demie. Et à partir de 7 heures et demie, on a toute une soirée pour soi-même. Et on peut faire ce qu'on veut. On peut aller au cinéma, on peut sortir avec des amis. On fait beaucoup, tout le sport, c'est le soir. C'est le soir comment on fait. Donc, en effet, dans ce journée, il y a beaucoup de liberté et beaucoup de temps pour soi-même. Laisse-moi traduire ça brièvement en quelques points un peu plus structurés. Important ici, c'est la mobilité et la dimension écologique. Les dernières 40 ans,
le pays est vraiment devenu, et encore, ça, comme Michael va l'expliquer aussi, sans doute, on partage ça avec le Danemark, tout le pays est cyclable. On a partout des pistes cyclables séparées des voies utilisées par les voitures. Ça se traduit aussi, par exemple, dans le fait que les employeurs, dans le secteur privé ainsi que l'État, ils versent ainsi une allocation vélo. Donc, en effet, on reçoit une subsidisation pour venir à vélo au boulot. Et en plus, il y a un découragement fiscal et littéralement, on déconseille d'utiliser la voiture. Et je trouve qu'il y a un bon exemple. Il y a 30 ans, le ministère des Affaires étrangères, d'où je viens, s'est construit un nouveau bâtiment avec des centaines de places de parking, un grand garage. Vraiment des centaines. Si je me souviens bien, il y avait 800. Et il y a 3 ans, on a interdit aux fonctionnaires de l'utiliser. Donc ça a resté vide tous les jours, simplement pour dire non, la voiture pour venir à... Et ça n'a pas résulté dans une colère ou quoi, des gens, mais il y a une place, pourquoi pas? Non, mais on comprend ça. Donc c'est l'écologie et la mobilité. Deuxième point, la structure de notre marché de travail est ainsi qu'on a un grand pourcentage, plus que 12%, des gens qui travaillent indépendants et sans personnel. Toutes sortes de professions sont organisées comme ça. Et donc là-bas, on avait déjà longtemps la tradition de travail à la maison, de télétravail. Je crois que ces derniers mois, l'an et demi de confinement, on s'est assez facilement adapté à cette situation parce que déjà on travaille à la maison. Beaucoup de gens déjà travaillent à la maison et ça donne de flexibilité de décider individuellement quelles heures on travaille, quelles sont les priorités, etc. Et ça s'applique aussi aux questions de hiérarchie. Parfois, avec mes amis français, j'ai fait une blague, j'ai dit la République, on parle égalité à côté de liberté et fraternité. Je crois que nous sommes un royaume très, très égalitaire. On n'aime pas l'idée qu'il y a un responsable qui va décider tout pour nous. On partage, on discute, on est des égaux, et ça donne de la place pour, disons, pour la créativité, pour prendre responsabilité au niveau individuel. Et ça me porte au l'avant-dernier point, c'est le dialogue. Le dialogue, dans chaque entreprise, il y a un dialogue organisé entre, disons, le patronat et les employeurs. Et ça a une fonction très directe. Donc, ce n'est pas seulement les représentants des syndicats qui participent disons, des négociateurs ou représentants professionnels qui participent dans le dialogue, mais vraiment les ouvriers, les salariés eux-mêmes, et ils sont pris très sérieux. Encore, ça c'est un élément, comme pour nous, je crois que la qualité du travail, pour beaucoup de gens, c'est une question d'être entendu, d'être reconnu et d'être pris au sérieux. Et peut-être finalement, là il y a quelque chose que je trouve très positif ici en France, et en effet la session dernière, on en a parlé aussi, c'est la formation continue des employés. Ici en France, ça c'est, de mon point de vue, assez bien réglé, organisé. Chez nous, on en parle beaucoup parce que toute ma carrière, j'ai entendu parler de lifelong learning,
Mais il n'y a pas de programme structuré, il n'y a pas beaucoup de financement pour ça. En tout cas, au niveau de l'État. Peut-être ça c'est différent dans l'industrie privée, on va l'entendre. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, je crois, surtout maintenant avec le Covid. On voit, après une crise, qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui doivent faire le choix de faire quelque chose d'autre. Et donc, apprendre de nouvelles méthodes, manières de travail, n'importe quoi. Et cette notion qu'il faut toujours être ouvert pour apprendre de nouvelles choses, ça, chez nous, on peut apprendre quelque chose de la France. Voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on retiendra en quelques mots et on interrogera ensuite, bien sûr, Monsieur Gillet, Monsieur Pascal Gillet, pour comprendre quelle est la traduction de ces principes et ces valeurs de la QVT, enfin de la qualité de vie au travail, pardon. Mais je retiens tout de même le vélo. Alors, il est vrai que nous progressons également beaucoup sur cette voie en France, puisqu'il y a de plus en plus de pistes cyclables et une circulation assez compliquée aussi, le télétravail, qui sont des éléments très forts, et la formation professionnelle. Et on interrogera ensuite Pascal Gillet sur ces points en pratique. Mais avant ça, donc on va se tourner maintenant du côté du Danemark, puisque là aussi, le modèle culturel danois, le modèle de qualité de vie danois est très souvent cité en exemple. Alors, dites-nous comment se passe la journée d'un salarié au Danemark. Ça marche. Oui. Merci. Merci beaucoup pour m'inviter à cette panel. Et c'est un sujet très proche de ma cœur, cette qualité de la vie. Je pense, Peter, mon collègue néerlandais, il a expliqué la vie quotidienne aux Pays-Bas, mais c'est presque la même au Danemark. Nous avons une petite concurrence entre les Pays-Bas et le Danemark, qui sont le plus grande nation des vélos. Je ne sais pas. Nous vous rattrapons. Non, mais j'ai entendu Madame Hidalgo, et elle a dit que c'est Amsterdam et Copenhague qui sont le modèle pour Paris avec toutes les pistes de vélo. Bien sûr. Je suis fier d'avoir cette moyen de mobilité très simple. Hein. Mais le sujet aujourd'hui, je pense, c'est plus important que jamais, après cette crise sanitaire, de discuter qu'est-ce que la qualité de la vie professionnelle et comment mesurer cette qualité, parce que à la fin, il faut trouver des choses concrètes pour améliorer cette qualité pour les salariés. Mais oui, c'est vrai, télétravail, ça donne des flexibilités, mais je pense pour beaucoup de gens, c'est préférable d'avoir une réunion comme entre nous aujourd'hui qu'une visioconférence, parce que je pense on est un peu fatigué de tous de voir l'écran, mais pas de voir l'écran en personne. Et c'est le problème avec le télétravail, il n'y a pas la communauté sur le lieu de travail. Le rapport humain reste un élément important de la qualité de vie au travail, ça, ce que vous dites dire. Mais c'est aussi parce qu'au Danemark, c'est un pays construit autour des petites communautés. Le club de sport, des organisations bénévoles dans les écoles et bien sûr sur les lieux de travail, on a des petites communautés. Et c'est cette coopération entre des personnes qui est importante. Et toutes ces petites communautés forment la grande communauté qui est le Danemark. Et avec cette crise sanitaire, je sais aussi, mes collègues à Copenhague, cette communauté nous manque tout le jour. Et je pense que beaucoup de gens sont un peu plus stressés pour le moment parce qu'on ne peut pas rencontrer ses collègues. C'est un facteur de stress, même si ça donne des flexibilités chez soi.
Un jour de travail au Danemark, c'est comme Peter a expliqué. C'est presque la même chose. C'est aussi par vélo. Bien sûr, le matin, si c'est des jeunes parents, qu'on a des enfants, on se dépose dans les crèches ou à l'école et nous commençons normalement 8h30 ou 9h. Et si c'est une lieu de travail comme en ministère, par exemple, il y a beaucoup de réunions. Presque plus de réunions que nécessaire, je pense quelquefois, mais on se parle, on se discute. Personne ne prend des décisions sans une délibération avec des collègues. C'est toujours, on travaille en groupe. C'est par un travail individuel, si c'est une construction comme une institution ou un ministère. On parle beaucoup et on boit beaucoup de café comme aux Pays-Bas. Pour ça, normalement, le déjeuner, bien sûr, quelquefois on amène une sandwich de la maison, mais aussi il y a des cantines. C'est à 12h et à 12h30 et on mange ensemble. C'est aussi une qualité entre les salariés. Et l'après-midi, normalement, c'est à 16h, le jour de travail finisse et nous mangeons un peu plus tôt que les Français, à 18h, 18h30, mais le soir, c'est normal, on fait un peu plus de travail chez soi, 1-2 heures pour finaliser des choses. C'est aussi une question de flexibilité, si on peut travailler un peu chez soi et au travail, mais normalement, il y a une flexibilité entre les patrons et aussi... Je crois, oui. Ah, pardon. La flexibilité, c'est pour les deux, les patrons et aussi les salariés. Une chose où le Danemark est différente que Pays-Bas, mais aussi d'autres pays, c'est notre système avec les syndicats et les patronats. Et au niveau européen, quelquefois, c'est un peu difficile avec le Danemark, c'est le même système en Suède, parce que nous n'avons pas le même niveau de législation. C'est les partenaires sociaux qui font des accords. Par exemple, le salaire minimum, ça n'existe plus au Danemark. C'est toujours le niveau de salaire, c'est une question de négociation entre les syndicats et les patronats. Et c'est au niveau, par secteur, au niveau national, aussi dans chaque branche de travail et au niveau local sur l'entreprise, c'est toujours une négociation entre les ouvriers et les patronats. Et ça marche bien chez nous parce que c'est aussi une façon de créer de responsabilités. Par exemple, les syndicats au Danemark, ils ont une fonction très différente que peut-être les syndicats en France, parce que ce n'est pas des organisations pour combattre les patronats, non, c'est des organisations avec une responsabilité de créer un environnement agréable pour tout le monde, c'est-à-dire cette responsabilité, c'est de dire nous n'avons pas beaucoup de grèves au Danemark parce qu'il y a une responsabilité au niveau des ouvriers et des syndicats. Il y a une chose comme le salaire minimum, c'est un accord entre les partenaires sociaux. Et ça cause des problèmes au niveau européen parce que nous avons d'accord avec les objectifs. Par exemple, le salaire minimum, c'est une question de réduire le dumping social, mais c'est une question des instruments. Et chez nous, c'est un autre instrument que j'ai les autres pays. Bien sûr, nous avons des régulations pour la santé au lieu de travail, sécurité, et les conditions sur les lieux de travail, c'est régulé par les lois, mais les choses de salaire est régulé par les organisations. Les collectivités, en fait. C'est exactement les collectivités. Et on n'a pas un droit individuel de refuser
cette collectivité. C'est un problème avec la proposition de la Commission à Bruxelles. Il y a un droit individuel, mais ça ne marche pas pour nous parce que c'est la collectivité qui décide. Qui l'emporte. Et pour nous, c'est vraiment très, très important. Le modèle danois, c'est un modèle un peu difficile à copier-coller parce que le président de la République, il a parlé de cette flexicurité, mais j'ai dit à mes collègues français, c'est pas possible de copier le modèle, mais peut-être c'est une inspiration, et je sais que en France, on a introduit la démocratie sur les lieux de travail, plus d'engagement aux côtés des ouvriers, et peut-être c'est inspiré par le système au Nord, et si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour... Le principe de flexi-sécurité dont on entend parler depuis très longtemps, et y compris, en tout cas en France, au moment de la mise en œuvre des lois Aubry sur la durée du travail, qui était aussi inspiré de ce concept de flexi-sécurité. Donc, non, on aime toujours la part de la sécurité, mais la flexibilité, c'est aussi quelque chose pour les syndicats, parce que flexibilité, c'est-à-dire c'est plus facile de démissionner des ouvriers. Mais aussi, je pense, Peter a aussi parlé de la hiérarchie. Le Danemark, comme le Pays-Bas, c'est un pays plat, géographiquement, mais aussi dans le niveau des entreprises. On n'a pas la même hiérarchie que d'autres pays. Donc, finalement, la géographie aurait permis à la fois les déplacements plus facilités en vélo et cette absence de hiérarchie aussi importante. C'est vrai, c'est plus facile avec un pays plat. Non, mais je pense, qu'est-ce qui détermine une qualité de la vie professionnelle? Je pense, pour les Danois, c'est l'influence, cette démocratie sur le lieu de travail. C'est aussi une question de responsabilité, parce que une délégation des devoirs, c'est pas seulement les dirigeants qui décident, c'est une délégation de responsabilité. Ce qui est un point commun, effectivement. Et c'est très important. Cette flexibilité, télétravail ou les heures de travail, cette flexibilité est importante pour se organiser en famille. Formation, il faut s'améliorer ces qualifications tout le temps parce que les types de travail se changent tout le temps. Et au Danemark, on a organisé une formation professionnelle pour des secteurs différents pour assurer cette amélioration des qualifications. Et enfin, il y a les images des entreprises et des institutions. Et je pense, Étienne, il peut expliquer un peu plus de l'image de Novo Nordisk, mais c'est important que les entreprises s'engagent au niveau de société. Ce n'est pas seulement une question de produits et les profitabilité, c'est aussi une question d'engagement dans, par exemple, les agendas d'environnement, les objectifs de développement durable et les vertissements de l'économie aussi au niveau des entreprises. Cette image positive, cette responsabilité sociétale, c'est très important pour le Danemark. Et au Danemark, les salariés nous manquent parce qu'il n'y a presque pas de chômage. Il y a une concurrence entre les entreprises, une concurrence sur l'attractivité pour les salariés. Et l'image des entreprises est très importante et je me sens un grand intérêt chez les entreprises de s'engager dans les débats publics et certainement sur des questions de développement durable aussi au Danemark. Merci beaucoup. Donc, on l'aura constaté, beaucoup de points communs entre ces deux modèles culturels. Mais maintenant, j'ai envie d'interroger nos amis de Heineken et également ensuite de Novo Nordisk sur finalement, concrètement,
On a bien entendu quels étaient les éléments de ces valeurs culturelles profondément liées au modèle néerlandais et au modèle danois. Mais alors, maintenant, je vous pose la question, Monsieur Gillet, chez Heineken, comment est-ce que tout ça se traduit? Est-ce que les salariés ont des vélos? Est-ce que la pause déjeuner se passe comme pour un salarié aux Pays-Bas? Quelle est la mise en œuvre pratique de ce modèle culturel néerlandais dans votre entreprise chez Heineken, et y compris en France? Goedemiddag. Bonjour. Vous voyez que l'intégration culturelle passe par la langue aussi. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on est porteur en fait de fortes valeurs néerlandaises, françaises et familiales. Si on prend le groupe Heineken, on a la chance en fait de faire partie d'un groupe qui a encore des actionnaires familiaux en majorité et qui porte en fait cet engagement de long terme, qui porte le fait que les collaborateurs sont une extension de la famille. Et la famille, c'est quelque chose d'important aux Pays-Bas. Et quand on prend les valeurs très bien décrites par l'ambassadeur, ces valeurs de simplicité, de contact direct, de hiérarchie la plus plate possible, d'horaires qui ne sont pas fixes en fait, évidemment sauf sur les postes qui sont en brasserie chez nous dans nos lieux de production où on doit avoir quand même des organisations plus fixes, mais globalement on n'a pas des horaires fixes et beaucoup de pragmatisme. N'oublions jamais que les Néerlandais ce sont des commerçants. Ils ont en fait voyagé dans le monde entier et su s'adapter. Et en fait ce que la famille Heineken nous donne, c'est la possibilité d'adapter ces valeurs néerlandaises aux valeurs françaises, parce qu'on a aussi ce dont on doit être particulièrement fier, c'est qu'on a le goût des choses bien faites, on a une culture de l'art de vivre, de la convivialité, des liens sociaux informels. Et quand on combine tout ça, en fait, on a la chance de pouvoir créer une organisation Heineken France qui est particulièrement engageante pour nos collaborateurs. C'est ce qu'il nous renvoie. Et en fait, quand on voit les scores de fierté, quand on voit les scores d'engagement, régulièrement, évidemment, on se mesure à d'autres entreprises et on voit qu'on a parmi les plus forts taux d'engagement en fait de toutes les entreprises. Ce qui fait que nous sommes aussi top employeurs depuis 2008. On est vraiment très fortement reconnus pour ça. Et en fait, on traduit ça dans un engagement, dans une responsabilité vraiment d'entreprise citoyenne qui est portée par les valeurs fondamentales et qu'on cherche à développer parce que on cherche à gagner ça tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on a pour toujours. Il faut le renouveler à chaque moment. Et on cherche à le faire non seulement avec nos collaborateurs, mais aussi avec tout notre écosystème. Parce que n'oublions pas, Heineken France, c'est également France Boisson, le plus gros distributeur de boissons hors domicile. Donc pour nous, c'est tous les contacts qu'on a au quotidien avec tous les cafés, tous les bars, tous nos fournisseurs qui nous permettent, de l'amont agricole, des malteurs, des céréaliers et autres houblonneurs. Donc c'est vraiment tout ça qu'on cherche à mettre au milieu de nos responsabilités, avec une notion de convivialité. La bière, c'est quand même convivial, c'est sympa. On est quand même content de retourner tous en terrasse depuis le 19 mai, ne nous le cachons pas. Ça fait partie de cette vie, et c'est cette vie de contact que nous mettons dans notre entreprise. Alors oui, la qualité de vie au travail, c'est important pour nous, c'est important pour nos collaborateurs, et on cherche à développer ça en fait avec un équilibre professionnel, privé, le plus large possible. Alors non, on ne vient pas tous à vélo. J'ai eu la chance de vivre 12 ans aux Pays-Bas, je peux vous assurer que c'est génial. Effectivement, d'aller à vélo au bureau, tout le monde n'a pas toujours la chance de le faire. Parfois, les distances sont longues parce que les Néerlandais sont très attachés aussi à leur lieu d'origine. Donc, parfois, ils ne peuvent pas aller à vélo. Mais par contre, aller à un dîner, au café, au cinéma à vélo, c'est génial. Et en fait, cette intention qu'on a, et c'est ce qu'on donne aussi à nos collaborateurs, le fait de pouvoir faire du sport, de se dépenser, parce que ça rafraîchit l'esprit. Et ça fait partie des références à Heineken qu'on a, qui est que notre bière rafraîchit la bouche, mais aussi l'esprit. Et en fait... Pardon, ce qui rejoint un peu une idée intéressante qui était soulevée tout à l'heure par Monsieur l'ambassadeur, qui consiste à dire que la qualité de vie au travail, c'est une collectivité du travail, mais également des collectivités au cinéma, dans un cercle plus amical, en terrasse, etc. C'est ça, c'est cette coexistence des différentes collectivités à l'intérieur d'une vie qui doit intégrer le travail, mais qui n'est pas que le travail. Si exactement. Et qui incite en fait chacun à penser
à comment il veut organiser sa vie quotidienne, sa journée en fait. On a eu des journées très très rythmées. Les journées françaises sont parfois différentes. On ne vient pas tous avec notre boîte repas au déjeuner. Ne nous le cachons pas. Parce que le repas est pour les Français encore plus important. Ça fait pas partie des choses que j'ai le plus aimé aux Pays-Bas, je vous le cache pas. Et je pense que nos ambassadeurs ici sont très contents de l'art de vivre culinaire français aussi. Et pour autant, ce qu'on sait faire, c'est se retrouver dans des repas ensemble, beaucoup à l'extérieur en France. N'oublions pas, les terrasses sont nées en France. C'est un concept purement français. Donc, encore une fois, tous en terrasse. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cet engagement qu'on doit prendre sur sa journée de travail, sur comment équilibrer les choses. Et pour nous, dans l'entreprise, ce qui est important, c'est justement de laisser cette flexibilité, de ne pas contraindre, quand on le peut, les choses. Et de donner donc la possibilité de faire du sport, mais également de donner une notion très française, la culture. Nous avons une de nos marques qui s'appelle Desperados, qui a une fondation d'art urbain, d'art contemporain urbain, et nous mettons à disposition des œuvres d'art pour tous nos collaborateurs qui le souhaitent. Ils peuvent avoir chez eux, pour un temps de 4 mois, des œuvres d'art. Voilà, enfin, ça c'est typiquement comment créer de la connivence culturelle, parce que c'est assez français, c'est moins vrai aux Pays-Bas, mais par contre, c'est y apporter de la force. Et la convivialité, c'est vraiment le fait de développer cette qualité, en fait, d'être bien ensemble et de respecter les uns les autres. J'ai été jeune adulte dans les années 80. La marque Heineken, à cette époque-là, était portée au cinéma, j'allais souvent au cinéma, par des films publicitaires. Et Maurice Lévy, qui a fait l'ouverture ce matin, le sait bien, parce que c'est lui, avec ses équipes, qui l'a créé, sur une musique de Robert Palmer qui dit « Every kind of people », la bière qui fait aimer la bière. Heineken s'est présenté comme la bière qui faisait aimer la bière. Les bières, toutes les variétés, toutes les diversités. Et aujourd'hui, quand on parle de Heineken, on dit le brassage est une richesse. Et c'est toutes les notions de brassage, c'est toutes les notions de diversité, pas simplement le brassage physique d'un brasseur, mais bien la mixité, le mélange. Et c'est pour ça qu'on est très tôt engagé dans l'inclusion et la diversité, et qu'on a pris des responsabilités autour de différents piliers d'engagement, le handicap, les diversités de choix sexuels, les diversités ethniques. On a pris vraiment 5 réseaux et on a plus de 100 ambassadeurs internes qui promeuvent en fait ces éléments-là. On a 10% de tous nos stagiaires alternants qui viennent de la diversité ethnique. On fait très attention en fait en signant des chartes comme celle de l'autre cercle, ou en s'engageant avec article 1, qui aide justement des étudiants issus de minorités à trouver du mentorat. Je suis moi-même mentor d'un étudiant à article 1, à donner des chances en fait. Et voilà, c'est ça qu'on stimule l'entreprise. Par contre, on s'assure aussi que tous les nouveaux entrants soient formés à des postures sur le sexisme ou sur le racisme, parce que là aussi, c'est quelque chose sur lequel on doit être très vigilant. Et comme on a France Boisson, on a une entreprise en fait qui est très profonde dans l'organisation. On a 2500 collaborateurs de France Boisson, 4000 au total en France, qui sont partout, dans tous les territoires, et qui sont proches et qui font porter ces valeurs-là. Et alors, ils ne sont pas tous à vélo, mais en tout cas, ils sont tous très présents sur le terrain, ils sont tous très très proches de nos clients et de nous tous, consommateurs qui allons au bar. Et c'est comme ça qu'on fait vivre en fait notre entreprise et qu'on cherche à développer. Encore une fois, quand on regarde les scores qui nous sont donnés par les stagiaires, qui nous mettent une note de 4,3 sur 5 dans le taux de satisfaction qu'ils ont à travailler chez nous, ou qu'on regarde une enquête mondiale qui s'appelle Glassdoor, qui est complètement ouverte, qui est en fait social media, qui permet de juger une entreprise, on a une note de 4,1. Donc on a encore 0,9 de progrès, mais on est déjà à un bon niveau. Donc c'est comme ça en fait qu'on fait vivre ces valeurs, qu'on y intègre une dimension française et qu'on les porte pays par pays. J'ai aussi eu l'occasion de travailler en Belgique. Là, le brasseur en Belgique, c'est quelqu'un. Parce que ça fait partie de la culture en France. On vient d'une culture plus vinicole. Donc on doit défendre d'autres éléments. Mais la convivialité, ça c'est quelque chose qu'on a partout et qui fait partie de ces valeurs héritées directement des Pays-Bas. Merci. Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de nous dire, je pense, c'est qu'effectivement, le modèle néerlandais doit ensuite, au niveau de chaque entreprise, s'inspirer également du modèle local, le modèle français, puisque
les concepts de diversité, d'orientation, quelle qu'elle soit, de lutte contre le racisme, c'est des choses qui sont effectivement, qui font partie également de manière assez intrinsèque de la qualité de vie au travail, parce que la France est également, sans doute, par rapport à nos amis danois et néerlandais, sans doute un point de passage plus important et qui requiert, pour un bien vivre tous ensemble, d'intégrer dans un modèle qui est un modèle pour vous inspiré néerlandais, d'inclure ces éléments-là qui sont des éléments vraiment fondamentaux et qui font sans doute la réussite du modèle Heineken, puisque finalement c'est au confluent de deux modèles de valeurs néerlandaises, françaises, deux modèles. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'en pratique, dans votre entreprise, vous devez faire converger ces modèles pour la réussite du bien-être et de la qualité de vie de vos salariés, sans les forcer à prendre le vélo. Exactement. Et sans les pousser non plus à boire de façon irresponsable. Très bien. Parce qu'on a des bars, en fait, ça fait partie du savoir-vivre, quelque chose que je voulais rajouter. On a des bars dans chacun de nos lieux de travail. Alors, ils sont pas ouverts. Alors, parlez-nous de ces bars. Ils sont pas ouverts à tout le monde. Ils sont pas ouverts à tout le monde, à tout moment, etc. On canalise pour évidemment jouer notre rôle d'entreprise responsable. Mais ça fait partie du savoir-vivre, que d'être savoir être aussi ensemble sur le lieu de travail et de créer des lieux de convivialité qui sont soit du coworking, quand la bière ne coule pas, ou des moments, une fois par semaine, véritablement d'animation de la convivialité tous ensemble. Vous aimez pas la bière, c'est pas grave, il y a d'autres boissons. Vous voulez pas boire d'alcool, il y a des bières sans alcool. On a toute la diversité là aussi des produits, mais encore une fois, l'idée c'est de se retrouver ensemble et de savoir animer ça au cœur de l'entreprise. Merci beaucoup. Alors maintenant, je me tourne vers Monsieur Tichit. Quelle est la mise en œuvre de ces concepts chez vous, chez Novo Nordisk? Alors, on pourrait croire que le modèle danois est idyllique, mais je pense que sa grande richesse, en fait, est largement transposable dans bon nombre de pays et surtout est capable de s'adapter à des cultures différentes. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment important, pas seulement en tant que pays, de pouvoir exporter sa culture, mais c'est surtout de réussir au niveau de l'Europe à composer avec les cultures des uns et des autres. Pour compléter ce qui a été dit, puisque je vais pas revenir sur la convivialité, le groupe, voilà, le collectif, qui sont vraiment des éléments très très importants. Il y a des éléments structuraux, vraiment très clairs aussi dans une culture comme la culture danoise et qu'on transpose dans les entreprises. Et chez Novo Nordisk, on l'a transposé sous 3 axes. Donc la performance, les people, donc c'est un autre P, people, et la partie planète. Donc, et les people, c'est à la fois pour un leader mondial dans les maladies métaboliques comme Novo Nordisk, c'est à la fois nos employés, parce que c'est eux qui vont délivrer la performance, mais ce sont aussi les patients, puisqu'on traite des patients diabétiques, atteints d'obésité, d'hémophilie et tout ça. Donc pour nous, ces 3 piliers-là sont extrêmement structurants parce que toutes nos décisions sont prises au regard de ces 3 éléments-là. Donc, Monsieur l'ambassadeur parlait on doit toujours avoir une prise de décision qui est au regard de la performance. Est-ce qu'on peut relever un défi mondial? Oui, en étant danois. Et en même temps, on va le réussir parce que on a les bonnes techniques d'engagement avec la partie people, donc nos équipes, nos employés, nos collaborateurs, mais jamais au détriment de la planète. Donc ces 3 éléments-là, ils doivent être en permanence bien équilibrés. Et c'est là où le collectif réfléchit, et c'est ce qui m'a plu en vivant pratiquement 4 ans au Danemark, et maintenant travailler pour Novo Nordisk depuis 20 ans, c'est cet alignement en fait entre nos valeurs individuelles et les valeurs qu'on peut trouver alors dans l'entreprise, mais aussi dans la société civile. Et quand on parle de responsabilité, c'est vrai que derrière, eh bien, ces valeurs-là, elles doivent se transposer dans tout ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter aussi la famille. C'est logique, si on est sur ces 3 piliers-là, on respecte le temps familial, on respecte le temps de travail. On n'est pas là, quand on se rencontre, c'est pour être performant, mais c'est pour renforcer le collectif.
Et donc, très clairement, ces 3 piliers-là ont percolé, on va dire, dans l'organisation et se sont adaptés aussi au modèle français, à la culture française. Et c'est ce qu'on fait avec le leadership team, en se disant, essayons d'abord d'avoir une culture la plus ouverte possible dans l'organisation. Donc, comment on peut créer une culture la plus ouverte possible? Déjà, en réduisant les strates intermédiaires. Donc, la bureaucratie à la française, comme j'aime l'appeler, bien là, on l'a retirée, donc de façon à avoir quasiment plus de strates intermédiaires. Donc, on a un comité de direction élargi et des employés qui sont à même, des collaborateurs qui sont à même d'influencer la destinée de l'entreprise. Mais toujours avec en tête, c'est le collectif qui gagne. Donc, il nous faut de la performance, l'équipe doit gagner, et tout ça sans dommage, et si possible avec un bénéfice pour la planète. Alors, et c'est vrai qu'on le retrouve dans les partenariats publics-privés. Donc, au-delà de l'entreprise, c'est le dialogue qu'on a. Et avec Monsieur l'ambassadeur, on a l'occasion de discuter aussi avec des ministres. Et quand on parle d'un plan zéro carbone d'ici 2030 en entreprise, c'est aussi aligné avec le plan danois. Donc, il n'y a jamais de conflit d'intérêts, on va dire, ou de conflit de priorité entre les deux parties, puisque en fait, les parties sont d'accord. Elles ont débattu, elles sont d'accord sur ce plan. Donc derrière, eh bien... Et je dirais même qu'elle transcende les préoccupations de l'entreprise, puisque finalement, vous avez ce rôle très sociétal, quelque part, de vouloir... Et j'irais même plus loin, c'est qu'au-delà de la partie sociétale, c'est une grande cohérence entre ce qu'on vit dans l'entreprise, ce qu'on vit dans la société civile. Donc tout ça, c'est aligné aussi avec des valeurs individuelles, ce qui fait que derrière, on a une culture très, très engageante. Et donc notre travail, c'est de réussir à avoir une entreprise où les employés sont en bonne santé pour être performants. Donc là, typiquement, des exemples concrets, on citait le vélo, mais c'est vrai que la politique vélo est quelque chose de vraiment indispensable aujourd'hui, même à Paris, même en France, mais aussi c'est une politique de décarbonation massive qui est nécessaire. Donc on a basculé tous les véhicules, alors progressivement, parce qu'on a les leasing et tout, mais on bascule tous les véhicules en hybride rechargeable ou électrique. Donc il faut aussi rester cohérent dans toutes les actions qu'on peut mettre en place. Donc nos locaux, par exemple, reflètent aujourd'hui un décloisonnement total de la hiérarchie. Donc aujourd'hui, on a des locaux qui ont été designés il y a maintenant un peu plus d'1 an autour de ce décloisonnement, mais surtout un travail en fonction de l'activité. Donc on s'installe chaque matin à un endroit en fonction de l'activité. Donc il n'y a pas le bureau du directeur, il n'y a plus de tout ça. On a tout éliminé. L'objectif, c'est d'avoir des lieux de rencontre, de renforcement de la collectivité, du collectif, la créativité collective, des moments, des espaces aussi où on est tranquille, et puis aussi des espaces où on peut se reposer. Donc accepter que nos collaborateurs fassent des siestes dans la journée, vous voyez, donc culturellement... Vous avez des salles de sieste, c'est-à-dire qu'on a les cafés chez Heineken, le moment café, le bar. Chez Heineken, on a le café et peut-être une bière sans alcool, voilà. Mais chez nous, on peut faire la sieste aussi. Est-ce que vous avez des salles de sport, parce que vous êtes quand même... Alors on a des salles de sport aussi, évidemment, mais on a aussi des programmes de sport, des programmes d'accompagnement psychologique, des programmes de yoga, même en ligne, donc... Toute cette période-là a été une période d'accélération où on a essayé justement de rendre encore plus concrète la culture danoise au sein d'une entreprise française. Et derrière, on a des employés qui sont en meilleure santé, un dialogue social qui s'opère. On a eu l'occasion de pouvoir échanger au ministère de l'Emploi et du Travail sur tout ce qui peut être comment réussir à avoir un dialogue constructif avec les syndicats et les organisations syndicales. Et c'est vrai que maintenant, ça fait un peu plus d'1 an, 1 an et demi, où on se rencontre quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours. Alors c'est un rythme différent, mais c'est ça la démocratie à la danoise. C'est que chacun puisse amener ces suggestions, que nous, on prenne aussi au niveau du management, on incite avec des prises de pouls. On a des pulse surveys régulières au niveau de l'organisation. Donc tous les 3 mois, on regarde quel est l'état de santé de notre organisation, ce que nos collaborateurs remontent et comment on peut réussir à traduire ça en plan d'action de façon à ce que, on va parler de qualité de vie au travail, mais c'est du mieux vivre au travail et c'est du mieux travailler ensemble. Finalement, ça traduit quand même une nécessité qui est celle de la proximité. Puisque ce que j'ai entendu de part et d'autre, c'est qu'un des dénominateurs communs de la qualité de vie au travail, c'est cette culture du compromis
et du dialogue de proximité ou de collectivité, où on construit ensemble ses règles, celles qui vont régir la communauté, dans une perspective et dans un enjeu très sociétal, puisque ce qui est infiniment petit est généralement infiniment grand, d'après les concepts scientifiques. Mais du coup, moi j'ai quand même une question, parce que à l'heure actuelle de cette crise sanitaire qui est absolument phénoménale et puis qui nous empêche aujourd'hui de nous voir complètement, comment est-ce que concrètement cette crise sanitaire a remis en cause, alors soit elle est allée vers plus de flexisécurité en augmentant le recours au télétravail, mais est-ce que vous en avez ressenti par voie de conséquence une difficulté sur le terrain du dialogue social, du compromis social? Honnêtement, je pense pas vraiment, dans le sens où toute cette période-là nous a permis aussi de pouvoir ancrer encore plus l'approche culturelle qu'on peut avoir dans des pays comme le Danemark ou la Hollande. Donc vraiment une approche de décloisonnement, une approche on met les choses sur la table, on en parle avec pragmatisme, hein, tu l'évoquais tout à l'heure. Et c'est ça vraiment, on va dire le collectif qui gagne. C'est savoir se fixer des grands défis et en même temps réussir à l'adresser collectivement en retroussant ses manches avec des solutions très pragmatiques. Donc quand on parle de quelle est la recette du bonheur ou quelle est la recette de passer une crise comme la crise Covid, c'est surtout de réussir à utiliser le collectif le mieux possible et de sortir, on va dire, des enfermements habituels on a un temps de travail, on a un lieu de travail, on a une façon de travailler, il faut nécessairement qu'il y ait toutes les strates hiérarchiques pour prendre une décision. Non. Et ça, quelque part, la crise nous a aidés aussi à passer à travers tout ça et renforcer justement une culture où chacun peut exprimer son talent, chacun peut avoir de l'impact dans l'organisation, chacun prend ses responsabilités. Et ça, c'est vraiment un élément très très important, parce que au Danemark, un employé va pas seulement faire les actions qu'il avait prévu de faire au plan, mais aussi il va les réussir et il va mettre en œuvre le collectif, et peu importe qu'il soit le directeur ou pas le directeur. Il mettra dans tous les cas l'énergie et le collectif au service de l'action. Et tout ça dans un respect aussi de la vie des autres. Donc si un partenaire dans l'équipe a une vie de famille un peu compliquée, bien, l'équipe va s'organiser de façon à ce que le collectif s'en sorte et gagne. Donc c'est ça aussi, c'est prendre en considération beaucoup plus de choses que simplement ce qu'il faut livrer en termes d'action, et puis regarder la hiérarchie en se disant qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Non, c'est je prends la responsabilité, je prends le flambeau, j'y vais. Très bien, et donc ça, c'est des principes finalement qui sont également transposables dans votre entreprise. Il faut créer les conditions. Sur le sol français, hein. D'accord. Ouais. En fait, il faut créer les conditions et conjuguer, c'est ce que Pascal disait tout à l'heure, il faut réussir à conjuguer justement cette culture donc de nos pays d'origine et d'entreprise, et en même temps avec la culture locale. Donc il y a quelques ajustements. Donc typiquement, quand on parle de la qualité de vie au travail, en France, on intègre le risque psychosocial, ce qui est moins le cas quand on est au Danemark. Mais c'est composé avec. C'est pas, il y a aucun conflit, bien au contraire. On sait qu'il y a des endroits où il faut renforcer le plan, il faut être plus vigilant. Mais dans tous les cas, ça nous permet aussi de créer des cultures qui sont des cultures plus internationales, qu'on pourrait qualifier peut-être d'européennes, mais en tout cas plus internationales, beaucoup plus ouvertes, où le niveau d'engagement des employés est beaucoup plus important parce que chacun a plus d'impact sur l'organisation, sur le business, même sur la planète, hein, à l'heure où je vous parle. Et donc, c'est ça ce qu'on recherche. Et je pense que c'est aussi ce que cherchent les nouvelles générations. Absolument. Et le modèle chez nous, si on regarde le court terme, bien sûr, c'est plus facile si le patron prend toutes les décisions et les salariés les suivent. C'est plus facile, mais la vision long terme, c'est cet engagement. Et peut-être, on a créé des processus un peu difficiles quelquefois, beaucoup de discussions, mais long terme, c'est cet engagement des salariés. Et l'entreprise bénéficie, tout le monde bénéficie de ça, même si on regarde le court terme, c'est « Oh mon Dieu, encore une réunion,
encore une discussion, c'est fatigant, mais au long terme, tout le monde gagne de ça. C'est ce qui fait progresser le vivre ensemble et ce qui, j'imagine, favorise aussi cette notion qui est très importante, je pense, de compromis social, qui va peut-être au-delà du dialogue social. Et là, j'aimerais qu'on entende également, du côté du Pays-Bas, le polder. En entendant les collègues, j'ai remarqué que évidemment, il y a des secteurs qui sont très touchés par la pandémie, hôtellerie, le bâtiment. Il y a d'autres secteurs, je parle tout le temps avec des entreprises, il y a des secteurs qui ont vu leur profit monter considérablement, avec beaucoup moins de coûts. On ne voyage plus. Donc apparemment, il n'est pas nécessaire d'être dans un avion tous les jours pour aller partout dans le monde. Oui, les travailleurs, les ouvriers, les salariés sont chez eux. Je vois aussi que dans beaucoup de secteurs, en effet, la productivité n'est pas touchée par le télétravail. Même chez moi, dans l'ambassade, mais je le vois partout aux Pays-Bas, beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup de services, là, la productivité n'a pas baissé par le télétravail. Et maintenant, ce qui importe, nous tous, on cherche qu'est-ce qui sera le nouveau normal, parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a gagné par la pandémie. Cette notion de productivité il ne faut pas nécessairement retourner à l'avant de la crise. Et l'essentiel, c'est en effet, je crois, de parler avec les collègues, sans hiérarchie, mais simplement de parler qu'est-ce que vous voulez. Et je vois ce débat aussi en France, mais on voit que beaucoup de collègues veulent continuer de travailler 2 jours, 3 jours par semaine à la maison. Et donc, il importe d'en parler ensemble, comment est-ce qu'on va organiser tout ça. Parce que l'autre chose, ce qui nous tous manque, c'est le contact. Voir les gens, voilà, se voir, avoir la convivialité. Et ce n'est pas nécessaire de l'avoir tous les jours. Donc c'est une question d'organiser un équilibre entre ces deux. Mais ce n'est absolument pas nécessaire de retourner à l'avant-hier. Et je crois qu'en effet, en le faisant, on rend encore plus responsables les collègues. Parce qu'ils prennent leurs décisions eux-mêmes. Ils disent, moi je vais travailler 2 jours par semaine à la maison, 3 jours, avec flexibilité. C'est nous, disons, en tout cas moi, à l'ambassade, je suis le dirigeant, si vous voulez. Moi, je vais être flexible, là, parce que franchement, jusqu'il y a 1 an, moi, je ne croyais pas trop en télétravail, parce que je crois que la créativité demande qu'on se voit, qu'on est ensemble. Mais j'ai dû changer mon opinion sur ça, parce que je vois simplement qu'on produit très très bien. Mais, donc le seul qu'il faut vraiment retourner, c'est le contact en réel, pour qu'on se sente une famille. Alors justement, est-ce que effectivement le Covid n'aurait pas complètement bouleversé notre vision du télétravail, qui était auparavant quelque chose de plutôt mal perçu par les entreprises, comme étant une baisse terrible de productivité, et par symétrie, quelque chose de souhaité par les salariés, qui voulaient absolument, pour beaucoup en tout cas, faire du télétravail. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas justement un mouvement totalement inverse, à savoir que les entreprises se disent finalement le télétravail n'est pas une baisse de productivité, et les salariés qui se disent finalement le télétravail, ce n'est pas forcément quelque chose de si évident dès lors qu'il est imposé. Mais je vous laisse... Je crois que vous avez raison, il y a des effets de balancier en fait. Il y a des choses qui se sont imposées à nous. On a dû apprendre à travailler différemment. Et au travers de ça, on a découvert qu'il y avait toute une série de choses qui marchaient très bien. Il n'y a rien qui m'a mis plus en joie
que la capacité de toucher toute l'entreprise dans une seule communication montante et descendante, puisqu'on est capable aussi de se poser des questions maintenant par système informatique et de prendre les questions dans l'ordre d'importance par lesquelles elles ont été votées par nos collègues en live, et donc de vraiment être au cœur des dialogues. On n'a jamais eu un dialogue d'une telle qualité avec tout le monde profondément dans l'entreprise, parce qu'on ne savait pas organiser ça dans tous les sites. Donc on découvre des choses. Et effectivement, le télétravail, on va nous aussi changer énormément notre approche. Au siège, on avait une politique qui était jusqu'à 1 jour de télétravail par semaine, avec accord de la hiérarchie, et on va passer à un projet, donc qu'on a annoncé très en amont aussi comme quelque chose qu'on souhaitait tester. Et on reviendra dessus si on pense qu'il faudra trouver un réglage, jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine sans accord, jusqu'à 3 jours. Et ce à quoi on croit vraiment, c'est qu'il va y avoir un désir d'être ensemble. Et effectivement, il va y avoir un désir à certains moments d'être en télétravail, de pouvoir s'organiser, de pouvoir garder cette productivité, de ne pas se masser dans les transports en commun. Et pourtant, le fait d'être ensemble, cette convivialité, et c'est notre rôle d'entreprise que de créer ces conditions dans lesquelles cette convivialité sera là, ce désir d'être ensemble sera là, ce désir de co-créer et d'être vraiment au cœur de la créativité. Il y a certains autres moments où on a besoin d'être au calme, de réfléchir, soit d'organiser les espaces de travail. On a exactement la même logique d'espace de travail, mais au-delà même des espaces de travail, la maison est aussi un espace de travail qui a été inventé par tout le monde. Et donc je pense qu'effectivement, les attentes sont en train de changer d'un côté comme de l'autre. Il va falloir trouver la bonne nuance de chacune de ces choses-là, mais je crois profondément, effectivement, qu'on est à l'aube de la réinvention d'une qualité de vie au travail, parce que le privé et le professionnel, certes, se mélangent un peu plus, il faut faire très attention, mais pour autant donnent beaucoup d'opportunités. Oui, peut-être juste pour compléter sur ce que vous évoquiez, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de compromis. Moi, je parlerais de consensus, et un consensus fort. Et ça, je pense que c'est ça ce qu'on recherche dans nos sociétés et qui émane de la culture en fait de nos 2 pays d'origine. Et derrière, pour réussir à avoir un consensus fort, et c'est en tout cas comme ça qu'on l'interprète aussi au sein de Novo Nordisk, c'est nous assurer qu'il y a de la diversité de pensée. Donc quand tu disais tout à l'heure que bien maintenant on a l'occasion de pouvoir faire des lives avec l'ensemble de l'entreprise, avec de l'information et des questions montantes descendantes. Donc un dialogue vraiment complètement décloisonné, très ouvert. On en a, je pense même abusé peut-être pendant 1 an et demi. Mais en tout cas, c'était clairement une connexion directe avec les employés et ouvrir le champ justement à cette diversité. Donc après, toute la question, c'est comment nous, on peut créer une culture dans l'entreprise, en France, où on accueille cette diversité. Alors, je vois des partenariats, par exemple, avec des associations comme Arpège pour pouvoir inclure le handicap, accompagner des handicapés aussi dans leur choix de carrière, avoir de la mixité en matière, pas seulement de sexe, mais aussi d'expérience, de pays d'origine, exporter aussi nos talents. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments clés pour justement créer une culture qui passe les frontières et qui construit sur une culture beaucoup plus ouverte, où chacun est plus responsable et en capacité de pouvoir d'actionner un collectif au service de l'entreprise, au service même du plaisir de boire pour certains, de boire des bières en terrasse, mais pour nous, chez Novo Nordisk, c'est plus de santé pour le plus grand nombre. Et quand on travaille sur des pathologies chroniques, des maladies métaboliques, très clairement, la façon dont on arrive à intégrer nos employés, nous assurer qu'on ait un bon niveau de diversité, un bon niveau d'engagement, un bon niveau de santé au travail, parce qu'on parle de qualité de vie, mais c'est de la santé mentale, de la santé réelle. Et bien derrière, ça va rejaillir aussi sur les patients, sur les professionnels de santé. Donc c'est ça la promesse. Je pense une condition pour cette culture de compromis et consensus, c'est aussi d'établir une ambiance de confiance. Et au Danemark, nous sommes fiers d'avoir une grande confiance vis-à-vis des autorités, entre les champs. Mais je pense, pour cette discussion, c'est aussi une question de créer cette ambiance de confiance au niveau local.
dans les entreprises, c'est pas nécessaire pour les Français d'avoir toute de confiance pour la vie politique ou comme ça, mais de créer cette ambiance au niveau local, c'est vraiment important pour l'engagement, pour la performance, et je pensais pour les Danois, c'est un mot-clé, confiance. Oui, ce qui permet du coup le consensus et non plus le compromis, qui est plus une vision française peut-être du dialogue social. Alors, il y a une autre notion qu'on a abordée tout à l'heure et qui me semble très importante également dans la qualité de vie au travail et qui, à mon sens, est une notion qui commence avant même la vie au travail. Vous l'avez abordée tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur, et vous aussi. C'est la formation. Alors, la formation continue pendant la vie au travail, mais au Danemark notamment, je crois que l'empathie est un élément fondamental de la formation initiale de tous les élèves et de tous les collégiens. Et est-ce que finalement, vous pensez que pour être prêt au moment de la vie au travail, il faut déjà apprendre avant, dans le cadre de la formation initiale, et continuer à progresser tout au long de la vie dans le cadre d'une formation continue? Je vous en prie. On peut préparer aussi les jeunes gens que la formation va continuer. C'est pas une question de 9-10 ans dans l'école, lycée, comme ça. Non, c'est toute la vie. Parce que les sociétés se changent et il faut améliorer les qualifications. Et je pense aussi pour les entreprises, c'est important avec des programmes pour éduquer, pour former les salariés. Au Danemark, on n'a pas peur de la globalisation, de la mondialisation, parce que les travails se changent. Nous ne bâtons pas des grandes, construisons pas des grandes bateaux maintenant, mais nous construisons les éoliennes au lieu des grands bateaux. Mais pour n'avoir pas de peur pour la globalisation, il faut assurer qu'il y a toujours une formation toute la vie, c'est-à-dire les qualifications, et au même niveau que les travails quotidiens. Oui, sans doute ce qui aide aussi à bâtir une relation de confiance. Oui. Et alors, aux Pays-Bas Oui, alors en fait, c'est vraiment ça. Il faut apprendre dès le plus jeune âge, à continuer à toujours apprendre. Et alors c'est vrai que les modes d'apprentissage sont très différents. Moi, j'ai constaté que le système scolaire français et le système scolaire néerlandais étaient très différents. Le système scolaire néerlandais fait beaucoup mieux, à mon sens, appel à la capacité à se sentir bien, à être bien, à travailler ensemble, à collaborer. Donc c'est beaucoup plus naturel que le système français qui est un système d'apprentissage où on aime une certaine perfection. Technique. Une technique, c'est un peu voilà. On pourrait opposer le hard skills et le soft skills. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la capacité justement d'apprentissage est quelque chose qui reste, et du coup, dans la formation continue dont vous parliez, Monsieur l'ambassadeur, cette capacité qu'on a de continuer à toujours progresser, la France a vraiment ça très fortement dans son système. À l'inverse, ce qui m'a beaucoup frappé aux Pays-Bas, vous l'avez dit, les enfants néerlandais sont les plus heureux du monde. Ça a juste un petit inconvénient, c'est que parfois confrontés à la dureté de la réalité du travail et à la dureté de certaines choses, eh bien parfois ils sont un peu démunis. Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés au fait que certaines fois, ça allait être dur et ils n'auraient pas toujours papa, maman pour les accompagner. Moi, j'ai été confronté entre patrons d'entreprise aux Pays-Bas, chez Heineken, à un taux en fait de défaillance des jeunes plus important que ce qu'on constate dans d'autres pays. Et donc, c'est cet équilibre qu'il va falloir trouver. Donc, aux Pays-Bas, il faut apprendre à être un tout petit peu plus confronté à une certaine dureté pour continuer à progresser et pouvoir s'adapter dans la vie. Je pense qu'en France, il faut qu'on apprenne à être un tout petit peu plus en travaillant collaboratif, de façon à pouvoir être encore un peu plus. Et c'est ce qu'on cherche à apporter à notre entreprise, c'est adapter un système général, prendre les considérations locales. Vous l'avez bien compris, on est vraiment très très ancré dans le territoire local où on opère, et de prendre toutes ces notions-là en respectant les individus, en leur donnant le maximum de chances d'être bien, de se sentir bien, ce qui est vraiment important, se sentir bien, pour pouvoir être justement le plus performant et le plus à l'aise possible. C'est pour ça, par rapport à votre question sur l'empathie, je pense que je peux compléter.
sur le fait que les comportements sont importants aujourd'hui en entreprise et on le voit, et ce sont aussi des évolutions importantes dans nos sociétés et nos pays d'origine, nos cultures d'origine, où effectivement on est de moins en moins en train d'évaluer le fait que le projet a été terminé, mais on évalue de plus en plus comment l'équipe s'est comportée. Quels ont été les comportements mis en œuvre, et l'évaluation se fait de plus en plus sur les comportements, parce que justement ce collectif, cette entreprise complètement remise à plat où chacun peut exprimer son talent et a son leadership personnel, voilà, qu'il peut mettre en musique, et derrière il faut aussi que les comportements soient en adéquation. Alors, je crois que vous vouliez ajouter 2 mots. Après, j'aurai une dernière question pour vous tous. Juste une brève addition à ce qu'il a dit. Lifelong learning, éducation permanente, bien évident, nécessaire. Il y a une chose qu'on est sûr, il y a beaucoup d'activités ou de jobs qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus en 20 ans. Moi, je trouve toujours, toute l'humanité a toujours eu des chauffeurs. D'abord à cheval, depuis 100 ans dans les camions, mais dans 30 ans, le transport c'est autonome. Et donc, ça va changer. Donc l'essentiel pendant la vie, ça commence à l'école, je crois que c'est apprendre d'être adaptif, flexible, coopération, plus en plus, un monde qui devient plus petit, la coopération, la présentation, parce qu'on n'est pas quelque part dans un bureau, non, c'est toujours question de présentation, et finalement les langues essentielles, parce que dans tout ce qu'on fait, et en effet ça donne beaucoup de satisfaction si on continue pendant la vie professionnelle de travailler sur les choses que j'ai mentionnées. Ce qui nécessite du coup d'anticiper sur l'évolution des emplois et donc de construire une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, vous avez raison, en lien avec la formation initiale. Mais alors je sais qu'il nous reste plus quelques secondes, mais je voulais quand même attirer votre attention sur la première partie de notre table ronde, puisqu'on a bien compris les modèles spécifiques adaptés aux entreprises, donc les modèles suédois, le modèle néerlandais, mais tout de même notre intervention porte sur l'horizon européen. Alors, on sait qu'au niveau européen, on a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord sur une directive qui était la directive qui aborde la question de la qualité de vie au travail et qui finalement est intervenue à légiférer sur un point qui est celui du congé de paternité. Alors moi j'ai quand même une question, est-ce que vous pensez, alors j'ai mon avis en tant qu'avocat, mais est-ce que vous pensez que le cadre européen est nécessairement le cadre dans lequel doivent se prendre un certain nombre de prérogatives pour encadrer la qualité de vie au travail de chaque entreprise sur chacun des territoires de la communauté, enfin de l'Union européenne? Ma longue réponse est non. Non, franchement, je suis tout à fait européen. Je suis tout à fait européen. Si l'Union n'existait pas, il fallait l'inventer aujourd'hui. D'accord. Mais en effet, de tout ce que nous quatre, je parle pour moi-même, mais il faut prendre les décisions au niveau où on peut les prendre et pas monter. Il faut être proche des gens, il faut être proche des entreprises, proche des salariés, proche des citoyens. Les citoyens dans les entreprises, ils peuvent parfaitement négocier des choses comme ça. L'Union, c'est plutôt là, il faut avoir la directive et la législation pour éviter une concurrence malhonnête. D'accord, d'accord. Mais là, ce qui est un autre sujet. Mais finalement, ce que vous voulez dire, c'est qu'en termes de qualité de vie au travail, c'est plutôt les pays qui donnent une impulsion. Et c'est vrai, quand on regarde le congé paternité
au Danemark, il est bien plus long que celui prévu par la directive européenne. Alors peut-être que cette directive peut donner un horizon à certains pays qui sont moins avancés que d'autres sur une construction de qualité de vie au travail très locale. Mais finalement, ce que vous dites, ce que je crois, sur lequel nous sommes tous d'accord, puisque je vous voyais dire que vous étiez absolument d'accord avec ça, c'est que finalement, ce serait plutôt une Europe des valeurs sociales partagées. C'est bien ça? Non, mais je suis d'accord, mais je suis aussi d'accord avec Peter. C'est pas facile d'introduire une proposition de la Commission qui dise comment améliorer la qualité de la vie professionnelle, parce que c'est certainement un peu plus proche des ouvriers qu'au niveau européen. Mais je pense l'objectif pour l'Union européenne, c'est créer une cadre pour réguler les choses, parce que c'est un grand marché, c'est presque un grand marché du travail aussi. Il faut être quelque chose commun, mais en cadre dans laquelle chaque pays et peut-être chaque entreprise peut faire trouver des solutions spécifiques. Et je préfère ce type de coordination au niveau européen au lieu des directives ou des régulations. Oui. Bon, et de toute façon, pour ce qui concerne le congé de paternité, au Danemark, je crois que le congé pour un enfant peut être partagé librement entre le père et la mère, là où la directive prévoit 10 jours et la France vient de porter le congé paternité à 28 jours. Donc on est 3 modèles, en tout cas, entre les Pays-Bas, le Danemark et la France, qui ont des standards nationaux bien plus élevés. Non, mais c'est une question de respecter les cultures différentes, comme Étienne a dit. Je crois que pour abonder, en fait, vous l'avez compris au travers de nos exemples, nous savons nous adapter, en fait, sur la base de valeurs structurelles d'entreprise au niveau local. Et c'est ça qui nous fait progresser. C'est cette comparaison et le fait de se comparer ici en France ou de se comparer avec d'autres pays nous fait progresser et nous donne un modèle qui est un modèle de progrès. Et c'est ce modèle de progrès qu'il faut stimuler et non pas l'imposition de normes qui sont restrictives et contraignantes. Laissons place à la créativité. D'être passé à 8 semaines de congé parental en France, vous voyez. Absolument. Donc chez Novo Nordisk, vous êtes bien à 8 semaines. Hein, oui, on est déjà passé à 8 semaines, oui. Voilà. Donc ce qui est là encore. Et prochainement aussi avec des évolutions sur les coparents qui ont adopté et autres. Donc je pense que c'est ça l'avantage aussi de l'environnement européen, c'est de pouvoir construire sur les expériences des uns et des autres pour essayer de se constituer des bonnes pratiques. Hein, c'est ça. Et plutôt que de passer par voie de loi, comme on a tendance à le faire chez nous, nous on pense vraiment qu'au contraire il faut réussir à ouvrir, inspirer, tester et puis trouver un équilibre. Et chaque secteur est différent. Chaque entreprise est différente et savoir conjuguer avec la culture locale, c'est clé. Écoutez, merci beaucoup. Donc, je crois qu'on a aujourd'hui une vision bien claire de ce que sont les modèles de chacun de vos pays, ensuite mis en application sur le territoire français et avec ce cadre finalement européen qui doit rester très souple et sans doute une Europe sociale plus qu'une Europe contraignante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous, messieurs les ambassadeurs, monsieur Gillet, monsieur Tichit, d'avoir été avec nous sur cette table ronde pour nous donner un peu d'horizon sur ce modèle culturel, la façon dont il s'installe aussi en France. Merci à tous les 5.